sans plus attendre, je vais céder la parole à Marine Faure, qui va donc vous expliquer les caractéristiques principales de cette génération. Bien entendu, on vous a donné les supports de manière à ce que vous puissiez suivre et annoter, et comme ça vous pouvez retenir tous les bons conseils qu'on va essayer de vous donner aujourd'hui. Donc, bonjour, donc je suis Marine Faure et donc je vais vous occuper pendant à peu près 30 minutes sur la génération Z. On va regarder un petit peu quelles sont les caractéristiques de cette génération et essayer de comprendre un petit peu comment ces caractéristiques se sont développées. Essayez du mieux que vous pouvez de garder en tête que ce sont des tendances de caractéristiques de la génération, mais ce ne sont pas, faut pas les prendre comme des étiquettes figées sur ces jeunes. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais l'idée, voilà, c'est que on va voir des tendances de personnalités qui sont en lien avec comment ils ont été construits. Donc, je vais passer par ça. Voilà. Alors, la génération Z a entre 8 et 25 ans. C'est une génération qui a pour caractéristique d'avoir été la première génération à grandir avec des smartphones, avec Internet. Ça fait vraiment la différence. On va voir que ça va modifier des choses sur le plan cognitif et sur la relation à différents types de choses. C'est une génération qui a connu les réseaux sociaux très très tôt, qui a grandi dans un contexte économique qui n'est pas très favorable. Le fait d'avoir grandi avec ce contexte économique fait qu'ils ont très tôt intériorisé cela et ils l'ont accepté. Quand on accepte quelque chose, on est moins en lutte contre et on peut plus s'adapter aux choses. Et donc c'est une génération qui est plus résiliente vis-à-vis de tout ça et qui est plus prête à vivre avec ce contexte de manière positive. C'est ce qui fait que malgré tout, ils sont quand même optimistes alors qu'ils ont quand même conscience de l'aspect non optimiste finalement de l'économie actuelle. C'est une génération qui peut difficilement espérer avoir une retraite confortable plus tard, voire pas du tout, et qui ont très jeunes vu à la télévision des attentats qui ont marqué leur pays. Vous avez eu Zaventem ici en Belgique, nous en France on a eu Paris, voilà, et d'autres villes aussi. C'est une génération qui a une conscience plus fine, plus réelle du fait que notre Terre actuellement est malade. Elle est malade du fait de nos modes de production et de nos modes de consommation. Donc tout ça fait que cette génération a été modifiée et a été impactée. Okay, ce sont les événements marquants pour les Z. Alors, on va aller voir un peu les caractéristiques de cette génération. On dit souvent que les Z sont hyper connectés. On ne peut pas dire que c'est faux. J'imagine que vous en avez autour de vous, des jeunes qui sont tout le temps branchés avec ce petit objet, qui sont toujours sur eux, qu'il ne faudrait pas qu'ils aient pas sur eux, sinon ce serait un peu la catastrophe. Ils s'en tireraient en souffrance. Cette hyperconnexion est liée au fait d'avoir grandi avec. C'est un peu un doudou. Et ça leur a permis d'être jamais seuls. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en lien avec tout un tas de communautés au travers de différents réseaux sociaux. Une communauté qui va être au niveau de leur ville, mais au niveau aussi national, international. Ils vont avoir des amis et un auditoire sur leurs différents réseaux sociaux qui viendront de différents pays. C'est une génération qui est en difficulté pour être seule, parce qu'ils ne sont jamais seuls. Ils se réveillent le matin, ils sont déjà connectés à 100, 200, 1000, 2000, voire beaucoup plus de personnes. Alors, je reprends juste cette photo, car cette photo, pour moi, est assez significative de leur relation au smartphone. Ils vont souvent se retrouver entre amis, mais ils vont toujours regarder ce petit objet. Et ils vont le regarder alors qu'ils sont entourés, ce qui peut nous choquer. Parce que nous, on n'a pas grandi avec ça. Nous, quand on était avec nos amis, on était avec nos amis. Là, ils sont avec leurs amis, mais ils sont également avec leur smartphone. Parce qu'ils switchent beaucoup plus facilement que nous sur le côté échange virtuel et échange réel. Ils peuvent être dans des échanges réels avec les personnes avec qui ils sont à table, par exemple, et parallèlement, ils vont échanger avec une des personnes qui est à table via Instagram, en envoyant une photo sympa, parallèlement avec une autre personne ou avec plusieurs autres personnes de la tablée, ils vont rigoler sur une vidéo qui est sur YouTube, voilà, et ils vont faire tout ça en même temps, ils vont switcher.
Et ils ont cette facilité à switcher. C'est quand même une qualité. Maintenant, effectivement, on peut voir qu'il pourrait y avoir des inconvénients à cela. Mais on va garder plutôt l'aspect positif. Donc, les réseaux sociaux qu'ils utilisent principalement, j'imagine que vous les connaissez tous à peu près. À peu près. Donc, on va avoir les plus importants. Ça va être déjà Snapchat, Instagram, Facebook et YouTube. Snapchat, c'est le réseau social numéro 1 pour cette génération. Après, vous avez Instagram et Facebook. Pinterest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui permet de partager principalement des photos, mais maintenant aussi d'échanger et autre chose. Ils utilisent beaucoup les SMS encore, ce qui peut nous surprendre, mais ils utilisent encore beaucoup les SMS pour échanger des petits textes. Ils utilisent également WhatsApp. Je vais m'intéresser un peu plus à Instagram et Snapchat, parce qu'Instagram et Snapchat sont des applications, des réseaux sociaux qui sont très axés sur l'image. C'est-à-dire qu'on a constamment des images, des petites vidéos qui sont arrangées avec de jolis petits filtres qui nous donnent soit des petites oreilles de lapin, soit un espèce de maquillage magique qui nous donne des yeux fabuleux. Vous connaissez l'histoire des filtres? Vous voyez ce que sont des filtres? Ouais, vous les avez peut-être déjà utilisés. En gros, vous prenez une photo de vous, vous appliquez un filtre et voilà, et vous devenez une petite princesse merveilleuse avec des yeux pétillants et plein d'étoiles. Voilà, ce sont des filtres comme ça qui vont toujours embellir les photos. Il faut savoir qu'un utilisateur sur 2 utilise des filtres quand il pose des photos. C'est beaucoup. Ces jeunes sont constamment sur ces réseaux sociaux, Snapchat, Instagram. Ils sont constamment en contact avec des images qui sont modifiées et des images qui sont choisies spécifiquement pour embellir la personne. Il y a un rapport à l'image qui est plus fort encore. On se compare. Avant, on se comparait aux magazines et aux stars qui avaient leurs photos effectivement retouchées par Photoshop. Photoshop, c'est un logiciel pour retoucher des photos et les embellir. Là maintenant, c'est tout le monde qui peut retoucher ses photos. Et donc la comparaison peut être faite constamment quand on est sur des réseaux sociaux avec ses amis et avec des gens lambda qui ont retouché leurs photos. Il y a, du fait de cette fréquentation des réseaux sociaux, des complexes qui sont plus importants qu'avant. Il y a une anxiété qui est plus forte, une anxiété liée à son image. Ces réseaux fonctionnent très bien auprès des jeunes parce qu'ils ont réussi à les rendre accros. Ils ont utilisé différents moyens pour les rendre accros. Un système qui a très très bien fonctionné également, je ne sais pas si vous connaissez les stories. Vous voyez ce que c'est ? C'est Snapchat qui a commencé à mettre en place les stories sur les réseaux sociaux. Après, les autres réseaux sociaux s'y sont mis aussi. Avant, vous aviez un profil. Sur votre profil, vous pouviez poster des photos, du texte, des vidéos. Et après, c'était liké par vos amis, par vos auditoires, ceux qui vous suivaient. Je crois que c'est en 2016 que Snapchat a mis en place les stories. Les stories, c'est un espace dans le réseau social où vous allez pouvoir poster encore plus de photos. Donc vous n'allez pas paraître pour un relou parce que vous postez plein de photos de vous toute la journée, parce que ça fait partie du système des stories. Donc ça plaît. L'idée et ce qui différencie les stories de votre profil habituel, c'est qu'au bout de 24 heures, à l'origine, ça disparaissait. Donc si vous n'avez pas regardé les stories de vos amis ou des gens que vous connaissez avant les 24 heures, après ce temps évolue. Maintenant, on est passé à 48 heures et puis maintenant, ça peut devenir plus définitif. En tout cas, si vous n'étiez pas allé à temps voir ces photos, vous ne les voyez plus du tout. Donc ça crée quand même une certaine anxiété. Ça veut dire que si je ne vois pas tout ce qu'il faut, si je ne suis pas à la pointe de l'actualité, si je ne suis pas constamment sur mon téléphone, mais pour les prochaines discussions que j'aurai avec mes amis, je vais être un petit peu outée, je vais être mis de côté parce que je ne comprendrai pas ce qui se passe et de quoi on parle. Ce genre de spécificité des réseaux sociaux ont amené à développer quelque chose qu'on appelle la nomophobie. Nomobilephobia. C'est une peur excessive d'être séparé de son téléphone. Il faut savoir que ça ne touche pas que les aides. Si je vous demandais à vous tous ici de vous séparer de votre téléphone jusqu'à ce soir, j'aimerais bien savoir
Combien d'entre vous seraient prêts à le faire? 2. Oh, je suis fière de vous, bravo. Très très bien. Quel courage. La moitié? La moitié. Nous avons un compteur ici, nous avons la moitié des personnes qui ne sont pas nomophobiques. Continuez comme ça. Dans la journée, un adulte regarde en moyenne 26 fois son smartphone. C'est pas mal. Pour les 18-24 ans, c'est 50 fois. Donc 50 fois, il y aura ce geste qui sera fait. On sort son téléphone et on regarde ce qui se passe. Est-ce que vous aviez une idée de ce nombre-là? Est-ce que vous aviez déjà envisagé que ça pourrait être aussi fréquent? Comment? C'est plus? Vous pensiez plus? Ouais. C'est déjà pas mal 50 fois si on regarde, mais c'est vrai que ça pourrait être plus pour certains aussi. C'est une moyenne. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils prennent leur téléphone? Ben justement, ils vont suivre l'actualité. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont suivre les différents types de pages auxquelles ils se sont abonnés, l'actualité de leurs amis, etc. Mais pas que. Ils vont également suivre le nombre de likes, donc des likes ou de commentaires sur les photos qu'ils ont eux-mêmes postées. C'est une génération qui se prend très souvent en photo ou en vidéo. Ça ne veut pas dire qu'elle s'aime plus, hein. Mais c'est juste une génération qui a eu cette possibilité-là du fait d'avoir cet outil intelligent et qui s'en est emparée. Quand vous vous baladez en forêt avec vos enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants, peut-être qu'ils s'inquiètent de temps en temps de savoir s'il y a bien du réseau, s'il y a toujours du réseau. Et s'il n'y a plus de réseau, ça devient inquiétant. Parce que s'ils se prennent en photo pour dire ce qu'ils sont en train de faire, ils ne pourront plus le partager. Et en plus, entre-temps, leur ancienne photo, ils ne pourront pas s'assurer qu'effectivement, elle est likée suffisamment. C'est inquiétant quand même. On ne sait pas ce qui se passe sur notre image. Donc ça contribue vraiment à l'addiction. Ça contribue aussi à une sensibilité plus forte au regard de l'autre. Avant, si vous partiez en forêt avec vos parents, l'intention c'était de partager un moment, de profiter de la nature, d'être juste avec ce qui était en train d'être vécu. Là maintenant, ils partent en forêt, ils sont peut-être avec leurs parents, mais ils vont constamment regarder, ou très fréquemment, regarder que tout se passe bien sur les réseaux sociaux, prendre des photos de ce qu'ils sont en train de faire, parce que juste ce qu'ils sont en train de faire, s'ils n'en prennent pas une photo, ça n'a plus d'intérêt. Et il est important de garder ça en tête, parce que je pense qu'il y a besoin de sensibiliser là-dessus. Il n'y a pas besoin qu'une photo soit prise ou qu'une vidéo soit prise de ce qu'on est en train de faire pour que c'est du sens et que ce soit important. En tout cas, ce système de j'aime pas, je commente ta publication, je la partage ou je la partage pas, fait qu'ils ont une habitude du feedback. Ils ont l'habitude qu'on leur renvoie quelque chose, un retour sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils créent, sur ce qu'ils mettent en tout cas sur les réseaux sociaux. Cette génération, quand elle arrive dans le milieu professionnel, a ces mêmes attentes de feedback. Toutes les générations ont besoin de feedback, mais pas de la même intensité. Si vous prenez une génération de baby-boomers, ils sont en entreprise, leur responsable ne leur fait pas de feedback. Qu'est-ce qu'ils se disent? Bon, mais c'est OK. Mon responsable ne vient pas me voir, ça veut dire que tout va bien. Moi, je suis tranquille. Un Z, on ne vient pas le voir, il s'inquiète. C'est pas normal. Il a vraiment besoin de retour. Et tant qu'à faire, de retour qui soit constructif et qui l'aide à avancer positivement. J'ai pas chronométré, on en est à combien? C'est bon. Ces jeunes-là donc ont pris l'habitude de donner leur point de vue sur les réseaux sociaux. Ils vont dire j'aime pas, je vais commenter ta photo, dire si je suis d'accord ou pas, ou je vais commenter la photo de personnes que je ne connais pas ou de vidéos, je vais donner mon point de vue. On pourrait penser que suite à cela, ils ont développé un esprit critique plus important que d'anciennes générations qui n'ont pas eu autant la liberté de s'exprimer, de dire quand ils étaient d'accord ou pas d'accord. Mais est-ce vraiment de l'esprit critique? Alors, qu'est-ce que l'esprit critique? Donc, s'il y a des neuroscientifiques dans la salle, je précise que je vais vulgariser très grossièrement des fonctionnements neurologiques pour l'expliquer. Okay. Donc, il y a grosso modo 3 systèmes dans le cerveau. Il y a un premier système qui est rapide,
intuitif. C'est un système qui est sursollicité par les écrans. Les aides, cognitivement, ils ont fait des études, les neuroscientifiques dessus, ont ce système qui est surdéveloppé. Il y a un deuxième système qui existe, qui est un système qui est lent, qui est plus réfléchi et qui est plus logique. Et le troisième système, c'est un système arbitre, qui est l'esprit critique, qui va faire la part entre le premier système rapide, intuitif, et le deuxième système qui est lent, logique, réfléchi. Les aides sont en défaut de ce troisième système, parce que le premier prend plus de place, est plus développé chez eux. Il faut savoir que le système arbitrage, donc le troisième, celui qui est l'esprit critique, permet d'éviter, je vais vous mettre la diapo, voilà, permet d'éviter de répondre de manière impulsive à des dilemmes qui vont être des dilemmes logiques, des dilemmes moraux. On retrouve chez cette génération des difficultés également à se contrôler et à prendre des décisions posées. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes, hein, s'il vous plaît, ne n'imaginez pas ça. C'est juste que le contact avec les écrans a des effets. C'est important de les connaître pour pouvoir limiter les dégâts. Si vous avez des enfants, vous savez que s'ils restent trop longtemps avec les écrans au cours d'une journée, ça a des impacts. Mais il y en a d'autres aussi qui sont à prendre en compte. Ensuite, c'est une génération de l'immédiateté. Ils ont une patience diminuée, un goût de l'effort moindre et une tendance à contourner la difficulté. Bon, vous pouvez me dire, mais pourquoi ? C'est assez caricatural, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vais repenser à moi quand j'étais adolescente. Quand je voulais une musique, j'écoutais à la radio une musique que j'aimais bien, je me suis dit, j'aimerais bien la réécouter. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sortir ma cassette. J'ai 36 ans, je suis une génération Y. Voilà. Donc, je vais sortir ma cassette et je vais la mettre dans ma chaîne et je vais attendre que la radio rediffuse la musique que j'aime bien. Et là, j'appuie sur record et puis j'enregistre. Okay ? Et je vais attendre la fin de la chanson pour pouvoir appuyer sur stop. Bon, je pense que ça vous parle peut-être. Vous avez fait ça aussi ? Et le son que j'ai à la fin n'est pas parfait parce qu'au début, je vais avoir peut-être le début de l'animateur qui présente encore la chanson. La fin va être un petit peu coupée. Voilà, c'est pas un son parfait, mais je fais avec, je suis contente, j'ai ma musique. Donc il a fallu pour cela que je sois patiente, que j'écoute la radio jusqu'à arriver au bon moment. Et il a fallu que je fasse un petit effort d'attendre que, voilà, de t'appuyer au bon moment, d'éteindre au bon moment. Si je voulais un CD... parce que j'ai connu aussi les CD. Hein. Si je voulais un CD, j'écoute une musique à la radio, j'aime bien, je me disais, j'aimerais bien écouter les autres chansons de cet artiste-là. Dans ce cas, il faut que j'aille dans un magasin. Donc, je vais attendre le week-end, parce que la semaine, je ne pouvais pas forcément y aller. Donc, je vais attendre le week-end. Déjà, j'utilise de la patience. Et puis après, je vais aller me l'acheter, m'acheter l'objet, prendre le chemin de retour jusqu'à la maison avec toute mon impatience et mon excitation pour pouvoir enfin mettre le CD dans ma chaîne. Et là, j'écoute la musique. Maintenant, comment ça se passe ? On écoute un artiste qu'on aime bien. On va sur YouTube et puis paf, on y a accès. Et on peut se le mettre directement en téléchargement, légal ou pas légal, selon les... Voilà, directement sur son téléphone et y avoir accès constamment. On utilise Deezer, voilà, on utilise d'autres choses. On n'a plus à patienter pour avoir des choses. Pareil pour les vêtements, par exemple, mais ça marcherait sur plein d'autres choses. Imaginons qu'un soir, je rentre chez moi et je me dise, quand j'étais jeune, adolescente, j'aimerais bien acheter un nouveau pantalon. Bon. Comment il faut que je fasse ? Je vais aller dans un magasin et puis je vais voir si c'est des pantalons qui me plaisent, qui sont bien, je vais aller en essayer et puis voilà. Là maintenant, comment ils font ? Il est 21h, j'ai envie d'un pantalon, je vais sur Internet, je regarde les pantalons qui me plaisent, je l'achète, le lendemain il est à la maison. Il n'y a plus besoin d'attendre, de patienter. On est vraiment sur de l'hyper-réactivité. Et ça conduit à quoi ? À ne plus savoir être patient, parce qu'on n'est plus entraîné à la patience. Donc ils font de leur mieux, hein. Ils sont juste victimes quelque part d'un système qui est là,
hein, qui permet effectivement d'accéder à tout rapidement. Donc il ne faut pas les voir comme des mauvaises personnes si vous les voyez s'impatienter, hein, pour rien. Ils font juste comme ils peuvent, ils ont été habitués à ça. Cette immédiateté concerne également le savoir, c'est-à-dire que dès qu'il y a une question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait ? On peut aller sur Internet et avoir la réponse. Ce qui est plutôt positif. C'est très, très, très positif. Moi, avant, quand j'étais adolescente, ma mère avait un énorme... c'était une encyclopédie universelle qui faisait toute la longueur de la bibliothèque. Et voilà, il fallait que je cherche là-dedans les informations. Maintenant, on tape sur un moteur de recherche et puis il va nous répondre avec plein de solutions, plein de réponses plutôt sympas. Et puis, des fois, même sous forme de vidéo, quelque chose d'assez ludique. C'est beaucoup plus pratique et plus sympathique. Ce savoir va leur permettre de se former à plein de choses. Et ça, c'est très positif. Même nous, hein, même nous. On connaît tous Wikipédia, les MOOC. Est-ce que vous connaissez les MOOC ? Oui, parce que vous en avez également à l'université, voilà. Les tutos. J'ai la fille d'une amie qui a 8 ans et qui s'est mise au dessin. Elle adore dessiner. Mais qu'est-ce qu'elle a fait toute seule ? Elle est allée sur YouTube, elle a cherché des tutos et elle a appris à faire des perspectives. Voilà. Et puis elle va continuer comme ça son chemin jusqu'à ce qu'elle ait une autre envie de créativité, de réalisation. Cet accès facile à l'information, aux tutos, les rend plus autonomes. Ils peuvent accéder aux réponses de leur curiosité. Ça, c'est très, très positif. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'ils ont grandi avec le « je fais quelque chose », je poste la photo de ce que je fais sur un réseau social et j'attends des likes. Donc, ils ont vraiment besoin, même s'ils sont autonomes, ils ont besoin de réassurance, ils ont besoin d'être accompagnés. Ça, vous le verrez vraiment au travail. Il y a besoin que le responsable hiérarchique, si vous venez à travailler avec des aides, adopte la posture du coach. Un coach qui accompagne, qui renforce la confiance et qui donne également sa confiance aux aides. On a combien de temps encore ? 8 minutes. Merci. On dit également que les aides sont polycompétents. D'autres vont utiliser un autre mot qui sera un petit peu moins sympathique et ce sont des zappeurs. Ils s'intéressent à quelque chose, puis à autre chose, puis à autre chose. Finalement, ils ne vont jamais au bout de ce à quoi ils s'intéressaient initialement. Et voilà, ils ont des petites connaissances un peu sur tout, mais pas vraiment approfondies. Eh bien, ça, c'est pas vrai. On a vu qu'effectivement, ils sont en difficulté avec les efforts. Ils ne sont pas habitués à fournir des efforts et ils n'ont pas le sens du devoir, comme pouvait avoir la génération X ou baby boomer, de l'éducation. Mais si un sujet leur plaît vraiment, ils vont vraiment pouvoir s'investir, se donner à fond et atteindre des niveaux de compétences vraiment très, très, très importantes. Ils peuvent devenir des spécialistes. Ça garde vraiment en tête. Ils peuvent vraiment devenir des spécialistes malgré le fait qu'ils ont ces dégâts en eux qu'ont fait les écrans, le lien avec les écrans tout au long de leur enfance et adolescence. Je prends l'exemple d'un expert comptable. Donc voilà, c'est un jeune Z. Il s'est formé à l'expertise comptable et puis il est très bon dans son domaine et voilà. Il arrive à une réunion avec différents responsables de pôle, peut-être par exemple il y a le responsable communication et puis d'autres types de responsables lors de la réunion. Et là, le responsable communication présente ses idées. Le jeune Z expert comptable est spécialiste en comptabilité, ok, mais il a également, dans ses loisirs et dans ses temps sur Internet, appris pas mal de choses sur différentes choses. Il a suivi des MOOC, il a suivi des tutos, il s'est informé sur pas mal de choses. Et ce jeune Z-là va pouvoir dire, mais attends, au responsable communication, moi aussi j'ai une bonne idée. Qu'est-ce que tu dirais si on fait ça ? Il va proposer une idée qui sort de son champ de compétences. Ça veut dire que nous, habituellement, on classe une personne par métier. Un individu a un métier. Ou une compétence, eux, ils vont pouvoir en avoir plusieurs parce qu'ils vont pouvoir se former à plein d'autres choses en parallèle. On ne va pas en parler ce soir, mais aujourd'hui, pour les étudiants que vous accompagnez, vous verrez que ça change
Et là, le Z aura vraiment besoin que le responsable com l'écoute et considère son idée. Le Z est habitué à donner et à s'exprimer sur les réseaux sociaux et sur différents moyens. Il attend que dans son milieu professionnel, il puisse avoir la même écoute. Et peut-être que cette idée est fabuleuse et que ça révolutionnera l'avenir de la communication de cette entreprise. En tout cas, voilà. Et on va sortir avec les aides, on va vraiment ouvrir nos esprits avec l'idée que voilà, un individu a un métier, un individu a une compétence. Non, un individu peut avoir plein de compétences sur plein de domaines. Et on va être obligé de retirer les étiquettes qu'on pose sur les gens pour pouvoir vraiment voir qui sont les personnes qu'on a en face de nous et qui sont d'une grande richesse. Une grande richesse, mais vous aussi, parce que vous aussi maintenant vous avez accès à toutes ces informations sur Internet et vous aussi vous pouvez vous former à tout un tas de choses. Et ça c'est chouette. On dit que c'est une génération qui est lucide. Lucide parce que voilà, elle a grandi dans un contexte qui n'est pas top et elle est prête à l'accepter, elle l'a intériorisé. Ce que ça change, c'est que c'est une génération qui souhaite profiter de la vie maintenant. La vie, c'est maintenant. YOLO. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est écrit. En gros, on n'a qu'une seule vie. C'est une génération qui arrive sur le marché du travail avec l'idée d'absolument équilibrer vie professionnelle et vie privée. Ça concerne aussi toutes les générations, vous allez me dire. Et c'est vrai. La différence, c'est que les autres générations sont d'abord passées par une étape de je priorise ma vie professionnelle et petit à petit, je prends conscience que c'est pas forcément ce qui me fait du bien, et après je vais choisir d'équilibrer la vie privée, la vie professionnelle. Donc c'est quelque chose qui viendrait en deuxième temps. Pour cette génération, dès leur premier job, ils s'attendent à ce que ce soit équilibré, à ce que leur vie personnelle, que leurs loisirs prennent autant de place que le travail. En tout cas, que ce soit sur un équilibre qui leur est, entre guillemets, sain pour eux. Ils estiment être sains. On dit que c'est une génération d'insoumis. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'insoumis? C'est un terme un peu excessif. Mais c'est une génération, effectivement, qui n'a pas la même relation à l'autorité. Ça marche avec les professeurs, ça marche avec les parents, ça marche avec le responsable, le manager. Ils vont pouvoir, quand un professeur, par exemple, donne une information, il donne son cours, il va dire, voilà, ça se passe comme ça dans la vie, ta. Le jeune va prendre ceci, son petit objet magique, et va aller chercher les informations. Il va pouvoir dire, ben non, je ne suis pas d'accord, parce que moi, ce que j'ai vu, c'est ça. Là, le professeur va avoir deux postures possibles. Soit il se vexe, et il perd de la crédibilité dans ce cas aux yeux du Z, soit il ne se vexe pas, et il se remet en question. Il va voir effectivement la qualité de la source que l'élève met en avant, et il va après pouvoir dialoguer, échanger avec lui. Le Z a besoin que la crédibilité ne vienne pas du statut. En fait, il ne peut pas considérer qu'une personne est légitime juste parce qu'elle a le statut de supérieur, de responsable, de professeur. Ça viendra bien sûr du savoir de la personne et de sa capacité également à se remettre en question. Et dans les entreprises, vous verrez, les aides arrivent, mais avec des compétences que les anciennes générations n'avaient pas. Dans une entreprise, avant, c'était les anciennes générations qui formaient les nouvelles générations. Là, maintenant, les nouvelles générations arrivent en entreprise. Elles ont toutes leurs compétences du milieu numérique que les anciennes générations n'ont pas. Et les anciennes générations ont effectivement à donner du savoir aux générations Z. Il peut y avoir un véritable échange. Mais en tout cas, ça change la donne par rapport à avant. Avant, le nouveau, il ne pouvait que apprendre. Là, maintenant, le nouveau, il a des choses à apprendre aussi, à donner, à apprendre aux autres. Okay. Donc, on va faire vite. C'est une génération qui est très communautaire. Ils aiment être dans le collectif, essayer au maximum de les amener sur des projets collectifs. Ils en seront très heureux et ça leur fera du bien parce que ça amènera beaucoup plus de relations réelles et non virtuelles. Ils en ont besoin. Ils sont très créatifs et ils ont eu les moyens de cette créativité. Si quelqu'un voulait composer une musique, à l'époque, c'était vraiment très compliqué. Maintenant, vous prenez ça, vous faites un tube en quelques secondes. Enfin,
en quelques heures. Ils sont très visuels de par leur habitude de consulter Snapchat, Pinterest, Instagram. Ils fonctionnent énormément au visuel. Vous voulez communiquer avec eux, envoyez-leur des choses, pas du texte, mais vraiment quelque chose qui soit visuel, des vidéos, quelque chose qui parle aux yeux. Et ce qui va être important pour moi, c'est que vous gardiez en tête le fait que c'est une même génération, mais ils ont tous des individualités qui sont propres. C'est-à-dire qu'ils ont grandi différemment, ils n'ont pas eu les mêmes parents, ils n'ont pas eu les mêmes expériences de vie. Donc là, ce dont on a parlé, c'est des tendances qui, je l'espère, vous permettront de mieux comprendre certaines spécificités que vous pourriez rencontrer. Mais gardez bien en tête que quand vous avez un Z devant vous, il n'est pas tout ce qu'on vient de dire là. Il en a des tendances, ok. Mais il est lui, avec tout ce qu'il a constitué, tout ce qu'il a vécu. Et l'idée, c'est vraiment de le rencontrer comme vous rencontriez n'importe qui sur Terre, donc comme quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas. Donc essayez de ne pas lui mettre des étiquettes. C'est bon pour personne de toutes les générations. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À tout à l'heure. Oui, on se retrouve. Merci Marine.